Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, en Côte d'Ivoire, plusieurs personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires dans le centre-ouest du pays ce mardi 10 novembre. Les tensions politiques liées aux résultats du scrutin présidentiel du 31 octobre continuent de faire des victimes. En vue d'apaiser les tensions, mercredi, l'opposition a répondu à la main tendue du gouvernement qui souhaite ouvrir un dialogue. L'heure est grave pour les manchots du Cap en Afrique du Sud. Pour lutter contre la disparition de cette espèce, les scientifiques ambitionnent de créer une nouvelle colonie de reproduction dans la réserve naturelle de Hoop. Et puis avec nous sur ce plateau, notre expert sportif José Douglas, avec qui nous reviendrons en fin d'édition sur les dernières affiches des éliminatoires de la CAN 2022. Mardi 10 novembre, 3 personnes ont été tuées et plus d'une trentaine d'autres blessées dans des affrontements violents dans la localité de Mbato, l'un des bastions de l'opposition en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que les tensions s'amplifient dans le pays depuis l'élection présidentielle du 31 octobre qui s'est résultée par la réélection du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat. L'exécutif tente de calmer la situation et a renouvelé sa volonté de dialoguer avec l'opposition afin de calmer les tensions. Angeno Megno. La Côte d'Ivoire traverse une période de crise post-électorale. Depuis le 9 novembre, une douzaine de personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans plusieurs localités du centre-est du pays. Ces violences ont été enregistrées à la suite de manifestations post-électorales. Des manifestations qui ont ensuite viré à des conflits intercommunautaires. Ces violences sont dues essentiellement au langage de violence, de haine qui sont véhiculés par les différents leaders politiques avant même la tenue de l'élection présidentielle. C'est-à-dire les gens sont allés vers eux pour leur dire que voilà ce que les gens pensent de vous. Ils disent que vous êtes des peureux, vous ne pouvez pas leur faire face, etc. Donc ce sont de faux discours qui sont entretenus par des leaders politiques. Les conflits intercommunautaires qui ont eu lieu se sont déroulés entre les ethnies Agni et les ethnies Malinké. Les affrontements entre ces deux communautés ont fait au moins 3 morts et 26 blessés selon plusieurs sources. Je pense qu'il faut vite prendre le taureau par les cornes. Il faut renforcer la sensibilisation. D'abord, il faut que la justice soit rendue. Ça, c'est un premier ordre. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut toucher les chefs religieux, les chefs coutumiers qui sont très influents dans nos communautés. Donc, c'est à eux qu'il faut tenir ce langage et puis leur charger de faire la sensibilisation, de ramener la paix au niveau des populations, entre les populations. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les violences politiques et communautaires ont provoqué l'exode de 8000 Ivoiriens. Le gouvernement ivoirien, de son côté, tente de calmer la situation en appelant au dialogue et à la retenue des populations. L'appel au dialogue qui est entendu par l'opposition ivoirienne, l'ancien président Henri Konan Bédié a répondu favorablement à la proposition de dialogue qui lui a été faite par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les deux personnalités se sont rencontrées ce mercredi 11 novembre, rencontre au sortir de laquelle le président du PDCI et représentant de l'opposition a déclaré que cette rencontre a permis de briser le mur de glace. De nouveaux entretiens sont prévus dans les prochains jours pour poursuivre le dialogue. Le Zimbabwe mise sur l'or pour consolider ses revenus et lutter contre les conséquences de l'hyperinflation généralisée, de la corruption et des restrictions liées au coronavirus. Les prix mondiaux de l'or ont bondi de plus de 30% cette année, dépassant le record de $2000 l'once en août. Le pays possède de vastes réserves d'or et selon le FMI, le gouvernement envisage l'or comme une solution miracle pour une économie qui devrait se contracter d'un 10e cette année. Philomentine. Ravagée par la corruption, l'hyperinflation, une monnaie locale sans valeur face au dollar, l'économie du Zimbabwe devait se rétablir avec une croissance du produit intérieur brut de 4,6% en 2020 et de 5,6% en 2021 selon la Banque africaine de développement. Cependant, les conséquences de la pandémie du coronavirus viennent estomper ces perspectives positives.
Le pays vise désormais sur l'or pour amorcer un début de sortie de crise. L'économie zimbabwéenne a été fortement affectée par l'embargo décrété vers la fin des années 90, ce qui a entraîné quasiment une inflation non maîtrisable et une dévaluation du dollar zimbabwéen. Il est donc évident aujourd'hui, si le Zimbabwe veut redresser son économie, le Zimbabwe alors peut procéder alors à la mise en place d'une véritable politique monétaire. En optant pour l'or, qui est une valeur refuge et une ressource non renouvelable, le Zimbabwe pourrait résister au choc exogène lié à l'environnement économique international qui s'est dégradé fortement ces derniers mois à raison du Covid-19. Le gouvernement zimbabwéen table sur des revenus annuels issus des exportations minières atteignant plus de 10 milliards d'euros en 2023. La vente de l'or devra notamment porter cette croissance. La Banque centrale du Zimbabwe dispose des réserves monétaires en devises étrangères qui restent très faibles. Donc si le Zimbabwe veut réellement utiliser comme l'or comme valeur refuge, il va falloir procéder à une production massive de l'or et constituer des réserves importantes dans le cadre de sa politique monétaire. Ce qui semble être invraisemblable au regard du trafic illicite qui concerne l'or actuellement au Zimbabwe. Au Zimbabwe, le minier contribue pour environ 70% aux recettes du pays en devises et représente 60% de ses exportations. Les projections du gouvernement indiquent que ce secteur devrait croître de 7,7%, porté en grande partie par les ventes de l'or dans les années à venir. Paysages chamboulés, villages engloutis, inondations d'ampleur, le niveau d'eau des grands lacs de la vallée du Rift au Kenya est alarmant. Des populations ont dû être déplacées, les habitations et les cultures ont été englouties. C'est le cas autour du lac Naivasha au sud du pays, comme nous allons le voir dans ce sujet de la rédaction. Ruth Wanjiru a tout perdu. Les inondations autour du lac Naivasha, dans le bassin de la vallée du Rift au Kenya, l'ont forcée à fuir. Les petites maisons de location qu'elle avait fait construire dans la région ont également été dévastées, la privant de sa principale source de revenus. Nous sommes ici depuis 1997. Quand il y a eu le premier El Niño, nous étions également ici lors du second El Niño et nous n'avons jamais été témoins d'une telle destruction. J'ai abandonné ma maison le 10 mai, mais l'eau n'était pas encore arrivée chez moi. J'avais 6 locataires, mais ils sont maintenant partis. Le dernier est parti dimanche. Tout est inondé maintenant. Cette situation est le résultat de plusieurs mois de pluie torrentielle dans une grande partie de l'Afrique de l'Est, provoquant des hausses records des cours d'eau de la région et l'inondation des zones environnantes. Les cultures ont également été détruites et la montée des eaux a amené de nouveaux dangers, comme la présence d'animaux sauvages près des habitations. Ce qui est déroutant, c'est que l'eau ne coule pas ici, mais elle vient du sous-sol, ce qui signifie que le sol est meuble. L'eau est sale, et avec elle, nous avons des animaux sauvages, comme des hippopotames, qui passent maintenant ici. Il est devenu très dangereux de se promener, même dès 7 heures du soir. Selon les Nations Unies, au moins 3,6 millions de personnes ont été affectées par les inondations en Afrique de l'Est. Les effets du changement climatique qui menacent également des espèces vivantes, c'est le cas du manchot du Cap qui est en voie de disparition. La population de manchot, qui se comptait par millions, a été réduite à seulement 1% de sa taille dans les années 1900. En Afrique du Sud, des scientifiques se démènent pour sauver cette espèce. Pour atteindre leur objectif, ces derniers misent notamment sur la reproduction, comme nous allons le voir dans ce sujet de la rédaction. L'urgence est bien réelle pour les manchots du Cap. En Afrique du Sud, des scientifiques redoublent d'efforts pour sauver cette espèce en voie de disparition. Pour mener à bien leur mission, les chercheurs misent sur la reproduction. D'ici 2021, des bébés manchots devraient être libérés au sein de la réserve naturelle de Hoop, dans la province du Cap occidental. Objectif, entamer une nouvelle colonie de reproduction. Idéalement, nous voudrions essayer de relâcher au moins 50 bébés par an sur une période de 3 à 5 ans. S'ils étaient près de 2 millions à la fin du 19e siècle, les manchots du Cap sont aujourd'hui au nombre de 50 000. Un déclin important qui a contraint l'Union internationale pour la conservation de la nature à tirer la sonnette d'alarme. Depuis 2010, cet oiseau de mer fait en effet partie de leur liste rouge des espèces menacées. Les principaux responsables de ce déclin, la surpêche et le réchauffement climatique, qui avance avec une étude parue en 2017 dans la revue américaine Current Biology. Étude durant laquelle les scientifiques estiment que les manchots sont victimes d'un véritable piège écologique.
Il est vraiment important pour notre patrimoine que nous sauvions tous cette espèce. C'est essentiel pour l'écosystème et vraiment ce serait très triste si nous devions perdre ces manchots sous notre surveillance. Face à l'urgence de cette situation, une banque de sperme a récemment été créée en vue de procéder à une fécondation in vitro. Développée par le chercheur sud-africain Patrick Siyamboulela Mafunda, elle pourrait être utilisée en dernier recours s'il y a une quasi-disparition de l'espèce. Du sport à présent, avec notre invité José Douglas, nous allons passer en revue les rencontres de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Alors José, il y a eu 5 rencontres hier avec des équipes données favorites, mais est-ce que certaines formations ont battu les pronostics? Alors, pour l'instant, il n'y a que 2 surprises, Corinne, que nous allons voir tout à l'heure pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, mais vous le savez, reporté en janvier 2022. Les matchs ont lieu jusqu'au 17 novembre, après une année d'interruption, en espérant bien que le Covid ne vienne pas encore perturber l'évolution des choses et surtout notre football. 48 rencontres comptant pour cette 3e et 4e journée, vous l'avez dit, 5 matchs ont eu lieu ce mercredi 11 novembre. Alors, regardez les résultats en tableau avec un groupe A. Guinée avec Florentin Pogba, le frère de Paul, a battu le Tchad 2-1 à Conakry au classement. Donc, à la première place, Guinée avec 7 points. Deuxième, le Mali, 4 points. Troisième, la Namibie avec 3 points. Et le Tchad est à la dernière place. Nous allons passer au groupe E maintenant avec la Mauritanie qui a fait match nul avec le Burundi, 1 partout. Vous le voyez, Maroc-Centrafrique est à venir. Au classement, la Mauritanie est à la première place. Deuxième, le Maroc. Et à la dernière place, le Burundi. Voyons le groupe G à présent avec le Kenya qui a été surpris sur son terrain faisant un match nul face aux Comores. 1 partout. Égypte-Togo, c'est le 14 novembre. Et vous voyez, au classement, donc, les Comores sont en tête devant le Kenya, 3e l'Égypte et 4e le Togo qui a intérêt à se reprendre pour ne pas être éliminé. En groupe I maintenant, le Sénégal, vice-champion d'Afrique, qui a battu la Guinée-Bissau 2-0. Sadio Mané a marqué un but. Congo-Eswatini, donc à suivre. Nous y reviendrons tout à l'heure. Au classement, le Sénégal prend cette distance, mais oui, avec 9 points. Deuxième, le Congo. Troisième, la Guinée-Bissau. Et Eswatini est à la dernière place. Enfin, un groupe J pour les matchs qui se sont déroulés ce 11. La Libye se fait piéger par la Guinée équatoriale, 3-2. À la première place, donc nous retrouvons la Tunisie avec 6 points. Deuxième, la Guinée équatoriale. La Libye est ex-aequo. Et la Tanzanie également ex-aequo. Ces 3 équipes possèdent 3 points. De belles affiches encore pour ce jeudi 12 novembre, José? Eh bien oui, ce jeudi 12 novembre, nous aurons un groupe B. Tout d'abord, un certain Burkina Faso contre le Malawi à Ouagadougou. Un groupe B toujours à Kitende. Ouganda contre le Soudan du Sud. Un groupe C maintenant. Nous aurons un certain Ghana contre le Soudan. C'est à Cap Coste. Le Gabon rencontrera la Gambie, ce sera France-Ville, un groupe D. Il y aura un certain Cameroun, Mozambique à Douala, un groupe F, un groupe F encore, Cap-Vert contre Rwanda à Praia, Algérie-Zimbabwe à Alger, c'est un groupe H, Zambie-Botswana, ce sera donc à Lusaka, un groupe H, Congo-Eswatini, ce sera Brazzaville, un groupe I, et puis Côte d'Ivoire, Madagascar à Epembe. Un groupe K, c'est un stade tout neuf. La Côte d'Ivoire qui enregistre encore une absence de marque. Il s'agit de Wilfried Zaha qui évolue à Crystal Palace. Le sélectionneur Patrice Baumel est très agacé. Merci José pour ce récapitulatif. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.